Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ramadan 2014. Quel plaisir de vous retrouver régulièrement sur la locale télévision. Alors on sillonne plusieurs thématiques pour ce mois sacré de générosité et de fête. Et bien après le halal, la vie quotidienne et puis cette grande question, qu'est-ce que le Ramadan? Alors ce soir on va totalement changer de registre. Elle est basée sur les principes de la charia. Justice, équité, transparence, l'intérêt est par exemple interdit, on en revient dans le détail avec nos invités ce soir. Elle est aussi en accord avec le droit musulman et c'est près de 2000 milliards de dollars d'ici 2014. Nous allons donc parler ce soir de finances islamiques. Pour en parler, je ne suis pas seul, nos invités ce soir. Bienvenue Mourad Chebchoub, vous êtes directeur de Casco et Vima Assurance. Bienvenue à vous. Avec nous aussi, c'est Sonia Marigi. Alors c'est bien parce que ce soir, tout le monde est souriant. Donc avec cette thématique un peu particulière, hein, la finance islamique, on devrait passer un agréable moment. Sonia Marigi, vous êtes directrice de Nourassure. Et bonsoir. Et vous êtes fondatrice de la première plateforme sur le web 100% halal. Exactement. Kader Merbou, bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue, directeur du Master Finance Islamique à Paris-Dauphine. Oui, donc vous allez dans quelques instants nous parler de votre activité et notamment de vos élèves. Avec nous, Tarek Bengaré, vous êtes porte-parole donc du Sharia Board SIFI, le comité indépendant de finance islamique en Europe. Bienvenue à tous les quatre. Une nouvelle fois, nous allons donc, vous l'avez compris, parler de finances islamiques. Alors, je ne sais pas si ce soir c'est vraiment un débat ou s'il y aura des oppositions, puisque les quatre personnes qui nous font le plaisir d'être avec nous ont des rôles et des activités complémentaires. Vous l'avez compris, un sujet vaste et complexe, mais nous allons essayer d'apporter des éléments d'information et des éclaircissements d'une manière un petit peu plus souple et moins technique à nos téléspectateurs. Au programme, donc, la place en France, la différence entre les deux, hein, puisqu'il y a la finance traditionnelle et la finance islamique, et bien sûr apporter des éclaircissements, comme je vous le disais, il y a quelques instants aux consommateurs. Mais pour ouvrir ce débat, pour ouvrir cette émission Finance Islamique, avant d'entendre nos invités, nos confrères de la chaîne Oumma TV sont allés à la rencontre d'étudiants chez vous, Monsieur Merbou, qui sont en Master Finance Islamique de Paris-Dauphine. À commencer, vous allez le voir, par Maxime, il est belge, et pour lui, gagner de l'argent sur le dos des autres, ce n'est pas possible, ça ne fait pas partie de ses valeurs professionnelles. Sa solution, la finance islamique. Donc je suis belge, j'ai fait mes études à HEC-ULG à Liège. J'ai un diplôme en finance conventionnelle, précisément j'ai un M2 en banking and asset management. Et depuis la crise, je suis un peu dégoûté de la finance parce que j'aime pas... il faut gagner de l'argent mais pas sur le dos des autres. Donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à une alternative un peu plus éthique. Et en Belgique, j'ai commencé à entendre parler de la finance islamique par des émissions TV et par Internet. Donc je me suis intéressé, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans. Donc j'ai fait des recherches sur des formations en finance islamique. Et je suis tombé sur celle de Dauphine qui m'intéressait parce qu'elle était beaucoup plus axée sur la finance. Donc voilà, c'est ce qui m'a décidé de venir étudier ici. Et donc à l'issue du diplôme, qu'est-ce que vous envisageriez de faire? Est-ce que chercher un travail dans la finance islamique ou poursuivre encore vos études dans ce domaine-là? Ça dépend des opportunités, mais non, je pense que la formation est assez complète pour commencer à travailler. Ceci dit, est-ce que je travaillerai dans la finance islamique? Ça, je ne sais pas encore. C'est à déterminer, ça dépend. Et si l'opportunité se présentait, vous... Sans hésiter, franchement, oui. Très bien, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Donc, je suis commerciale, je travaille dans les assurances. Je fais l'assurance vie, tout ce qui est incendie, risques divers. Tout ce qui est produit d'assurance. Tout à fait. Okay. Donc, je m'intéressais à ce master parce qu'il touche un petit peu à l'assurance. Donc il y a le produit Takaful. C'est l'assurance islamique. Voilà, c'est l'assurance islamique et c'est ce qui m'a amené à embrasser un petit peu ce master. D'accord. Et donc est-ce qu'à l'issue de ce master, qu'est-ce que vous envisagez de faire après le diplôme? Espérons l'obtenir. Déjà, une fois le diplôme obtenu, ça serait vraiment de m'investir dans le domaine des assurances. L'assurance islamique, soit développer un produit ici en France, pourquoi pas, voire retourner à la source ou voir des pays qui commercialisent et qui commercialisent ce produit. Après le diplôme, c'est avoir une double casquette. Premièrement, c'est l'enseignement. C'est partager ce que j'ai appris.
Et deuxièmement, c'est entamer une carrière professionnelle au sein des banques islamiques, exactement au pays du Golfe. Alors j'ai découvert la finance islamique quand je faisais encore mes études de droit, donc il y a quelques années quand on commençait vraiment à en parler après la crise, tout ce qui s'est passé. Et donc j'ai vraiment été intéressée d'un point de vue tout d'abord personnel, sans savoir que la finance islamique se développait, commençait vraiment à se développer. Après, petit à petit, quand je suis arrivée sur Paris, parce que j'ai fait mes études à Montpellier, j'en entendais de plus en plus parler et je me suis dit, il faut que je comprenne de quoi ça parle, quelles sont les problématiques qui sont soulevées et si sur le marché français, ça s'intègre correctement. Et donc après, petit à petit, j'ai découvert que la finance, en finance, les relations financières, transactionnelles, etc. sont beaucoup basées sur des contrats et que le droit des affaires musulman est basé pas mal sur des contrats qui prend en compte le droit musulman et le droit étatique. Donc, qui de mieux qu'un juriste pour étudier ces contrats. De retour sur le plateau de Ramadan 2014, vous les avez vus, ces étudiants divers et variés qui viennent d'horizons différents, mais qui sont aussi passionnés et qui souhaitent réellement se lancer dans cette filière. Alors, nos invités sont avec nous rapidement. On va commencer avec vous, Sonia Marigi. Je rappelle, donc, fondatrice de la première plateforme sur le web 100% halal. Alors, l'objectif, c'est orienter, aider les éventuels consommateurs qui souhaitent s'investir en finance islamique. Tout à fait, donc c'est une plateforme qui existe depuis avril 2014. J'ai profité de faire le lancement justement lors du Salon du Bourget à Paris. Et donc cette plateforme elle a pour mission de mettre en relation les personnes désireuses d'investir dans des produits islamiques et les courtiers qui sont aujourd'hui très nombreux sur toute la France et qui sont des professionnels et qui peuvent apporter justement des informations et aider les internautes à pouvoir trouver des produits adaptés à leurs besoins. Alors, donc, ce qui est intéressant sur ce site, c'est-à-dire que si moi j'habite Marseille par exemple, vous allez m'aider, vous allez m'orienter à trouver l'agence ou l'investisseur. Tout à fait. Grâce à un système de géolocalisation très élaboré, on va géolocaliser la personne et ensuite la mettre en relation avec un courtier proche de son lieu d'habitation. Merci. On va s'intéresser à vous. Alors, Mourad Chebchoub, je rappelle que tout à l'heure, on aura le plaisir de visionner un sujet, puisque Lucie Compagnon est allée à votre rencontre au sein de votre agence, HL. Mais alors, rapidement, donc vous, c'est une assurance, c'est un cabinet d'assurance, et vous êtes dans l'épargne, le logement, les retraités, l'auto et la maison chez les particuliers. Vous proposez un certain nombre de services. On propose effectivement un certain nombre de services d'assurance, mais on s'est de plus en plus orienté vers la finance islamique, puisqu'il y a une très forte demande qui nous est faite. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de solution apportée aux musulmans à cette problématique d'épargne qui pouvait respecter donc les principes et les préceptes de l'islam. Donc cette carence a été comblée donc, grâce à ce produit, à cette solution d'épargne. Et effectivement, on distribue ce contrat d'épargne à toutes les personnes qui sont désireuses. Alors on aura le plaisir tout au long de cette soirée de revenir sur ces points que vous évoquez. Mais alors en 2013, vous dites c'est 300 épargnants musulmans donc qui font appel à votre contrat, notamment ce contrat Salam. On en parlera tout à l'heure puisque c'est le premier contrat qui a été signé en 2012 avec Swiss Life, mais une rentabilité à 3,24%. C'est 3 voire 4 fois plus aujourd'hui si on prend le plan d'épargne en France qui vient de passer à 1%. Alors comment vous faites? Comment vous gagnez votre vie? Alors, ça c'est le gestionnaire. C'est le gestionnaire qui s'occupe de l'affectation des fonds et de travailler avec ces fonds-là. Effectivement, on est presque 3 fois plus rentable dans le halal que dans une banque conventionnelle dans le haram. C'est-à-dire que dans le haram, quand on fait 1%, nous, on fait 3 fois mieux dans le halal. Donc, il y a quand même beaucoup plus d'avantages à être dans le halal que dans le haram. Vous nous direz comment tout à l'heure, puisque je rappelle que la finance islamique, elle est ouverte aux pratiquants et aux non-pratiquants. Donc, peut-être que ce soir, nous allons donner la solution miracle aux téléspectateurs pour gagner aussi de l'argent et mieux vivre. Tarek Bengareh, bonsoir à nouveau, merci d'être avec nous. Alors je rappelle, vous êtes le porte-parole de Sharia Board et du CIFI, c'est le comité indépendant de finance islamique en Europe. Alors vous, c'est quelque part répondre de manière efficace aux questions liées à la finance, à tous ces établissements qui souhaitent se créer? Alors pour être précis et clair, donc la finance islamique repose sur trois grands piliers fondamentaux. Donc d'abord évidemment l'épine dorsale
qui est le droit commercial islamique, ce qu'on appelle fiqh al-muamalat, qui est évidemment le plus important, puisqu'il faut que ça soit sharia compatible, c'est-à-dire compatible avec les préceptes de l'islam. Je vais les rappeler bien évidemment tout à l'heure de façon synthétique, mais aussi pour être dans le contexte, il faut aussi la connaissance de la finance classique, puisqu'on est dans le contexte de la finance classique, et aussi connaître un peu le droit positif, c'est-à-dire le droit français, puisque un contrat, il doit être à la fois sharia compatible, rentable et compatible avec le droit français pour qu'il puisse être commercialisable. Donc c'est ces trois topics, ces trois comités qui font aujourd'hui la constitution même du CIFI. Le CIFI repose sur un comité des jurisconsultes, docteurs de la loi musulmane, ils sont au nombre de 7. C'est eux un peu, on va dire, la mine d'or du CIFI. Et ensuite, vous avez, avec ce comité des jurisconsultes, deux comités, comité des juristes et comité des financiers, qui sont là pour épauler, pour décortiquer, pour faire comprendre à ces jurisconsultes la pertinence, la composante financière, parfois complexe, je dirais même c'est la plus complexe dans le sujet de la finance, qui est soit à transformer, soit à adapter. Évidemment, le but est de supprimer tout ce qui n'est pas conforme à la charia, voire même faire ce qu'on appelle de l'ingénierie financière islamique, c'est-à-dire de l'innovation à partir, je vais dire, de rien, c'est-à-dire partir d'un montage financier complètement charia compatible à travers l'expression d'un besoin. On y reviendra dans quelques instants puisque nous allons essayer ensemble de donner une définition à cette finance islamique. Bon, c'est toujours autant souriant, c'est très bien. Vos élèves doivent se régaler, non? Non, c'est dur. J'ai l'air souriant comme ça, mais c'est un peu plus compliqué. Kader Merbou, donc avec nous, vous êtes directeur du Master Finance Islamique de Paris-Dauphine. Alors l'idée, c'est que réellement, il y avait un besoin, tout simplement, une demande, une forte demande des étudiants. Alors, effectivement, une forte demande face aux besoins naissants de cette industrie en France. Début 2008, et il y a la présence de plusieurs acteurs qui commençaient à se manifester un petit peu sur le sujet de la finance islamique. Nous avons pris le choix de lancer un executive master, qui n'est pas le seul d'ailleurs, Strasbourg en a un aussi, et plusieurs grandes écoles ont aussi quelques petits modules de finance islamique. Donc nous, la particularité, c'est que nous sommes un programme orienté vers la finance, avec un programme assez lourd, pratiquement 450 heures, un cycle de 5 conférences par an, un voyage organisé dans les plus grands hubs financiers, que ce soit en Asie du Sud-Est ou au Moyen-Orient, plus des rapports à diriger, puisque nous avons été nommés par l'Organisation et la coopération pour le développement économique, le CDE, pour diriger un rapport sur la finance islamique et l'infrastructure. Donc les étudiants participent également aux commissions d'Europlace. Donc voilà, il y a une participation à l'écosystème plus que naturellement en quelque sorte, où ce que je veux dire, c'est que nos étudiants ont la théorie, la pratique, mais travaillent aussi sur l'industrie de demain. Alors, c'est ce qu'on peut entendre, en tout cas, dans certaines interviews papier ou vidéo. Alors, aujourd'hui, chez vous, c'est quoi, 150 dossiers par an pour seulement 35 places? Absolument, c'est 35 places, donc 35 places, donc 70% pour la formation continue, c'est-à-dire des étudiants, enfin des professionnels, au sens où leur diplôme date de plus de 3 ans, et 30% de formation initiale, c'est-à-dire des petits jeunes. Faire confiance à l'avenir, faire confiance à des Master 1 confirmés, qui ont bien validé leur Master 1 ou des Master 2 confirmés également, qui l'ont bien validé. Donc, je le répète, parce qu'on me pose très souvent la question. Donc 30% de notre effectif et de la formation initiale, c'est notre gage pour l'avenir, et ne pas considérer la finance islamique que par de l'opportunisme, mais aussi un investissement en prenant ces jeunes-là et en leur donnant des éléments de compréhension pour nourrir cette industrie demain. Alors des jeunes on en a entendu quelques-uns tout à l'heure, qui viennent de différents profils, différents pays en Europe ou ailleurs. Alors au niveau des étudiants, on l'a perçu, mais au niveau des enseignants, alors la question elle est un peu brutale. C'est vrai que finance islamique, parfois ça peut faire un peu peur. Est-ce que ce sont des professionnels qui interviennent dans n'importe quelle faculté, ou ce sont des spécialistes de l'islam? Alors, faut savoir que dans notre programme, il y a des professeurs de l'université Paris-Dauphine. Bon, ils ne sont pas extrêmement nombreux, mais ils donnent une couche, la couche de ce qu'on appelle dans le programme du module finance fondamentale. Donc des professeurs de l'université Paris-Dauphine, des professeurs des théories financières, de théories bancaires, d'audit et de contrôle financier, qui viennent donner des cours. Ensuite, 90% des autres intervenants sont largement des professionnels.
des professionnels ou en même temps des professionnels académiques, hein, ce qui arrive assez souvent, c'est-à-dire qu'on a des docteurs qui sont aussi dans le business après quelques années de recherche, ce qui peut arriver. Donc on a vraiment tous les types de profils de tous les pays. De tous les continents. Là, pour le coup, il n'y a pas d'intervenant type. Vraiment pas du tout d'intervenant type. J'en ai d'Afrique du Nord, d'Angleterre, de Suisse, de Londres, du Moyen-Orient, de Bahreïn et d'Asie. On en a entendu quelques-uns. Voilà un peu pour ces quelques infos sur vos activités respectives, mais tout au long de la soirée, vous pourrez bien sûr y revenir. Sonia Marigi, une question qui est ouverte certainement à tous les invités ce soir, mais en quelques mots, qu'est-ce que la finance islamique? Donc c'est une finance avec 3 interdictions, vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur Bengareh, des obligations, en quelques mots. 3 interdictions et 2 obligations. Je peux les citer ou autrement je laisserai le soin. Donc la première, c'est l'interdiction de l'intérêt et de l'usure, hein, c'est riba, que tout le monde connaît. Et puis la deuxième, c'est rahar, qui est l'interdiction en fait d'investissement excessivement spéculatif. Et la troisième, c'est Meissir. Meissir, c'est tout un pan de l'économie qui est réputé impur, tel que on connaît l'alcool, l'armement, voilà, tout un pan de l'économie qu'il faut éviter, bien sûr. Et 2 obligations qui sont très importantes. La première, c'est que les gains et les pertes soient partagés entre tous. Donc il y a cette notion de partage des risques. Et la dernière, donc, que ça reste bien sûr dans une économie tangible et réelle. Alors après, je ne sais pas si tu veux rajouter peut-être quelque chose. Sur la notion de Meissir, puisque effectivement, ça a été utilisé dans le terme coranique. Le khamr al-Meissir, et donc effectivement le Meissir, si on veut le traduire en français, en droit musulman, c'est tout contrat qui dépend d'un événement aléatoire. Tout contrat qui dépend d'un événement aléatoire, comme le jeu de hasard par exemple, comme les assurances classiques, hein, donc tout versus assurance islamique, ce qu'on appelle le takaful. Donc évidemment, pour l'islam, il est hors de question de gagner de l'argent sur des événements aléatoires. Hein, sur la mort, la vie, qui ne sont pas, on va dire, mesurables et qui ne sont pas quantifiables et donc qui sont sujets à conflit entre les parties contractantes. C'est toujours pour respecter ce que vous avez dit tout à l'heure, la notion d'équité entre les parties contractantes et la notion de transparence. Donc, Sonia l'a bien dit, donc il y a l'interdiction du riba, du gharar, c'est l'aléa excessif, et du meissir qui est évidemment équivaut à tout ce qui est contrat qui dépend d'événements aléatoires comme les jeux de hasard. Et puis, on fait ce qu'on appelle un screening négatif. C'est-à-dire on exclut un certain nombre de choses, un certain nombre de secteurs. Ça rejoint ce qu'on appelle l'ISR, l'investissement socialement responsable, puisque la finance islamique est également une finance, fait partie en fait de la finance éthique, solidaire et responsable, et aussi religieusement engagée. Donc ça sous-entend qu'on va faire une exclusion, hein, ce qu'on appelle une exclusion, d'un certain nombre de secteurs pour être des secteurs d'activité qui sont connus, enfin l'élevage de porcins par exemple, l'alcool, la pornographie, l'alcool, l'armement, le tabac, l'armement, etc. Donc ça rejoint dans une certaine mesure ce qu'on appelle l'ISR, hein, l'investissement socialement responsable, qui a été développé déjà au début du 19e siècle par les protestants. Donc c'est aussi une finance à connotation religieuse. Au niveau clientèle, ce que disait tout à l'heure sur les assurances traditionnelles et les assurances que vous proposez en termes liées à la finance islamique, d'abord, quelle différence concrète on peut donner, précise, à 2 clients différents, assurances traditionnelles et finance islamique? Quelles sont les différences bien concrètes et précises pour qu'on puisse comprendre? C'est le thème, la notion de responsabilité en fait. Dans un cadre d'épargne conventionnelle, ce qu'on recherche, c'est une rentabilité, quoi que ça coûte. On a vu les crashs boursiers, on a vu ce genre de choses. Il n'y a pas de responsabilité par rapport à son investissement. On veut mettre de l'argent, récupérer de l'argent. Ce qui est contraire, bien entendu, aux préceptes et aux principes de l'islam. Alors comment vous vivez, vous ? Autant que possible dans un cadre halal. Donc bien entendu... Mais c'est une question importante, car sinon, à la fois tout le monde doit s'y mettre. Vous êtes déjà, même dans si une on n'avait pas déjà un rentabilité. certain nombre, et tous les grands économistes vous le diront, s'il n'y avait pas autant d'argent déjà investi à travers le monde dans la finance islamique,
le crash boursier qu'il y a eu, notamment des subprimes, il aurait été catastrophique beaucoup plus. Donc il y a déjà beaucoup de monde qui investissent là-dedans. En France, en l'espace de très peu de temps, on a déjà eu beaucoup d'épargnants. D'accord ? Donc il y a, comme je vous disais tout à l'heure, une très forte demande. Et heureusement d'ailleurs. Donc que ce soit religieusement ou en termes aussi de rentabilité. On peut dire que vous êtes moins gourmand ? Excusez-moi l'expression, mais c'est vrai que souvent les assurances, Alors, ceux au qui contraire, placent... on n'est pas moins gourmand, on est plus généreux. On est beaucoup plus généreux puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, l'année dernière en tout cas, puisqu'il n'y a pas de montant, du moins de rentabilité garantie, puisque c'est ce qui fait aussi la finance islamique, on a distribué 3 fois plus que ce que distribuait un livret A traditionnel. On avance. Justement, je vais vous poser la prochaine question. Vous pourrez réagir là-dessus très rapidement, mais peut-être entrons peut-être d'un point de vue historique maintenant. Quand est-ce qu'est arrivée cette finance? D'abord, est-ce qu'elle a réellement su s'imposer? Alors, je crois que d'autres pays sont plus en avance. Et en France, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'elle a une place, elle a su s'imposer en France facilement? Alors cette finance à connotation religieuse, il faut savoir qu'elle date de l'avènement de l'islam, c'est-à-dire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a eu évidemment les soubassements du droit commercial islamique, ce qu'on appelle fiqh al-mu'amalat, avec notamment le contrat qirad, qui s'appelle mudaraba, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait avec son épouse Khadija. Donc il a pris l'argent de Khadija et il a investi, fructifié son capital, et donc il y a eu une clé de répartition. Ensuite, il y a eu le contrat Salam à Médine, qui est un contrat typiquement agricole, qu'on peut donner l'équivalent aujourd'hui de ce qu'on appelle le crédit de trésorerie. Contrat Salam qui est un contrat très connu. Et donc ensuite, la finance islamique, là, c'était évidemment des choses on va dire, pas bancaires, parce qu'il n'y avait pas encore de notion de banque, mais c'était des contrats entre parties contractantes, consentantes, qui respectaient un code moral bien précis. Le renouveau de cette finance islamique, il y a eu évidemment l'époque omeyyade, l'époque abbasside, Bagdad, ensuite l'époque andalouse, et je cite au passage, on a fait une recherche sur la liaison ou la relation entre le droit européen et le droit islamique. Dans cette recherche, je mentionne à peu près 1500 contrats de la finance islamique qui a été inspirée de l'Andalousie musulmane de l'époque, c'est une civilisation qui a duré quand même 8 siècles, vers l'Europe. Donc il y a eu la vente en état futur d'achèvement, le contrat Salam, voilà, et pas mal de contrats. Donc bon, pour ceux qui le veulent, ils peuvent référer à cette étude. Mais l'essentiel de la finance islamique telle qu'elle est aujourd'hui, bancarisée, avec cette ingéniosité qu'on voit aujourd'hui, cette complexité qu'on voit aujourd'hui, cette notion d'obligation islamique, de marché, etc., c'est post-colonial, c'est-à-dire à partir des années 60, notamment en Égypte d'un côté, en Malaisie de l'autre. On a eu les premiers contrats Mitram, c'est le genre d'épargne islamique qui respecte les principes du partage des pertes et des profits, le principe des 3 P, qui s'interdit bien évidemment le riba, le taux d'intérêt, qu'il soit taux d'intérêt normal ou usure. Et après on a eu, pour compléter, on a eu effectivement quelques banques islamique qui s'en est. Parce que l'émergence, elle est récente quelque part pour le monsieur et madame tout le monde, si je puis me permettre. Merci en tout cas pour ce point historique. Vraiment, je m'y attendais pas, mais c'est très bien pour les téléspectateurs. Mais c'est vrai que d'un point de vue pour monsieur et madame client tout le monde, elle est récente. Elle est assez récente. Elle date à peu près de 50 ans, la finance islamique. On a 50 ans de finance islamique. Mais c'est surtout la raison pour laquelle aujourd'hui on ne peut pas parler de nouvelle finance. Elle existe, cette finance, elle a 40 ans de recul. Mais on a l'impression qu'on en parle peu, qu'elle est méconnue. Mais aujourd'hui, quand vous dites que la finance islamique en France, qu'est-ce qui se passe? Mais elle est là, la finance islamique, elle existe déjà, avec le contrat Salam, avec d'autres produits qui ont émergé, avec cette plateforme nourassure.com aussi. Donc aujourd'hui, on n'est plus en train de dire quand est-ce que ça arrive, elle est là, elle est présente. Donc maintenant, il nous faut des produits, on est bien d'accord. Mais je voudrais justement vous entendre là-dessus. On a l'impression qu'à la fois les portes sont ouvertes. On peut rappeler que Christine Lagarde, déjà en 2008, avait demandé à ce qu'elle souhaitait de convaincre l'opinion publique. On a Hervé de Charette, qui est ancien ministre des Affaires étrangères et qui a présidé la Chambre de commerce franco-arabe, qui lui, a clairement pour la promotion du mouvement de la finance islamique, faire de Paris une place financière et investir dans les entreprises et les collectivités territoriales. Donc il y a un atout. On en parle encore aujourd'hui, en enjeu. Montebourg et Hollande. Mais effectivement, puisqu'ils en parlent encore là tout récemment, mais même si effectivement elle est entre guillemets récente, puisque comme le disait M. Bengaré, elle est bancarisée,
mais les principes de base existent depuis 1400 ans. Donc aujourd'hui, dans cette solution, rien n'a été inventé. Vous voyez, on a simplement actualisé. Hein, mais c'est ce qui fait qu'on répond aussi facilement aux principes et aux préceptes de l'islam. Alors vous y répondez aussi facilement, vous êtes des professionnels, enseignants, etc. Mais est-ce que réellement les portes aujourd'hui, elles sont ouvertes par rapport aux politiques, par exemple? Parce qu'il y a une facilité en France de mettre en place... Le politique est pragmatique. Le politique est pragmatique. Il suffit de regarder l'Angleterre. L'Angleterre, récemment... En avance par rapport à nous. En avance, oui, enfin, tout est relatif, mais je vais pas revenir sur un historique, on aura peu de temps. Mais juste pour vous faire comprendre, mettre en lumière 3 pays, le Luxembourg, la France et l'Angleterre. L'Angleterre héberge 2 banques islamiques depuis 2004 et 2005. Voilà. Là, ils ont annoncé, il n'y a même pas quelques semaines, la validation du lancement de la première émission obligataire conforme aux droits musulmans. Le politique était convaincu, était pragmatique, pour la simple raison qu'il y avait un appétit financier de leur côté. Et que leur marché local était très bien servi par les banques. Le Luxembourg, vous me direz, bon, vous n'avez pas entendu énormément de musulmans au Luxembourg, donc ce n'est pas forcément sur le marché du particulier qu'ils vont être intéressés. Ils ont annoncé, et ça a été validé la semaine dernière par leur texte, ça a été validé par 55 voix contre 5, le lancement de leur première émission obligataire. Donc du coup, ça ferait la première émission obligataire conforme aux droits musulmans sur le territoire européen. Donc le politique est pragmatique. Au même titre que Mme Lagarde est pragmatique, elle regarde les opportunités. Mais ensuite, les opportunités, Tariq l'a très bien souligné, elles ont été maquillées dans le bon sens. Ce qu'on veut dire, c'est qu'elles ont été accueillies dans le droit, à droit constant. À droit constant par des instructions fiscales. Maintenant, c'est au marché de se faire. C'est aux particuliers de venir, c'est aux courtiers de travailler, c'est des acteurs comme ça, de se mettre en avant. Les politiques ont assez ouvert. C'est bon. À chaque fois qu'on va parler, on va parler de politique, etc. C'est bon. Ça existe. Ça existe déjà depuis un certain temps, même si on n'a pas encore le droit à avoir une grande banque. C'est pas grave. On a déjà une petite fenêtre, une petite porte ouverte pour pouvoir proposer des solutions d'épargne. Mais ma question, elle était liée aussi à... Il y a des évolutions aujourd'hui autour des débats politiques autour du voile, du halal ou du non halal, du sans-port et du port dans les écoles, etc. Malgré cette fenêtre ouverte, vous auriez pu encore aujourd'hui dire effectivement c'est difficile de mettre ceci en place et puis il peut y avoir une crainte financière islamique pour le pays. Il y a un marché des consommateurs. Il y a 10 millions de musulmans. Il y a un marché entre 5 et 10. Ouais, donc si on dit tout le temps oui c'est compliqué, on n'y arrivera jamais. On va pas avancer. D'ailleurs, avec le crowdfunding, moi j'ai d'ailleurs mis en place sur le site de nourassure.com une nouvelle application crowdfunding. Le gouvernement, sans le vouloir, ils ont fait de la finance islamique. Moi, quand j'ai vu le texte de loi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai dit mais c'est de la finance islamique, c'est exactement ça. Puisque, avant tout, on va pouvoir permettre à des gens de pouvoir emprunter, vous vous rendez compte, sans intérêt. Et en même temps, on va permettre à des gens qui n'avaient pas accès à l'emprunt de pouvoir investir éventuellement. Donc on a un double emploi, d'un côté pour les investisseurs et de l'autre pour ceux qui ont besoin d'emprunter. Et ça, c'est réellement, on est en train de... je ne sais pas si on se rend compte réellement de ce qui se passe, mais on est en train d'enlever le monopole aux banques, tout simplement. Puisque jusqu'à aujourd'hui, voilà, n'importe qui, on allait pour demander un crédit, je veux dire sans être musulman, hein, je veux dire un entrepreneur aujourd'hui demande un crédit, c'est une vraie galère entre guillemets. Il y a des règles prudentielles très importantes qui font qu'on ne peut pas emprunter facilement. Grâce au crowdfunding, on va ouvrir des portes. Et là, je pense qu'on est en train de vivre une révolution sans le savoir. Allez, deux mots encore là-dessus. Oui, j'ai envie de dire simplement que, déjà, la finance islamique n'est pas que pour les musulmans, contrairement à ce qu'on peut savoir, musulmans et non-musulmans. Premièrement, les chiffres en Malaisie le démontrent. Il y a un intérêt des non-musulmans qui est très très important et croissant. Deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que notre communauté ne doit pas être encore une fois attentiste. Les politiciens, il faut dépassionner le débat sur la finance islamique et le dépolitiser si on veut le réussir. Bon, en tout cas, ce qu'on retiendra, c'est qu'autour de la finance islamique, c'est plutôt positif et c'est plutôt partant. Si on prend, c'est pas le débat de ce soir, mais si on prend les lieux de culte, par exemple, aujourd'hui en France, ça fait encore débat depuis plusieurs années et c'est pas pris en compte ou compris dans toutes les villes. 30 secondes, Monsieur Chepchou, là-dessus, vous voulez réagir? Oui, quand on disait qu'il ne fallait pas être que spectateur, effectivement, on a toujours pour habitude d'attendre que le voisin le fasse pour qu'on puisse le faire.
On peut se dire que maintenant, beaucoup de voisins l'ont déjà fait. On peut donc maintenant continuer à développer la finance islamique grâce donc justement à l'afflux des demandes de la part des musulmans et non musulmans, parce que la finance islamique c'est aussi une finance éthique, donc qui ne concerne pas que les musulmans. Ce n'est pas une obligation d'être musulman pour investir ou prendre cette solution-là. Vous parliez de lieux de culte, et effectivement, on fait de plus en plus de partenariats avec des mosquées pour pouvoir informer les musulmans de cette solution. Donc on tourne dans les différents salons, les différentes mosquées qui veulent bien nous accueillir, pour pouvoir informer les musulmans qu'il y a maintenant des solutions qui existent. On a maintenant pour les musulmans la possibilité de faire exactement comme avant, investir, mettre de l'argent de côté, sauf qu'au lieu de le faire dans le haram, on le fait dans le halal. C'est exactement la même chose. Vous me prenez les mots de la bouche, ça peut être le lancement du sujet qui va suivre, puisque direction Shell en Seine-et-Marne, c'est Lucie Compagnon qui est allée à votre rencontre au sein de votre agence, précisément Épargne Assurance, les produits d'investissement que vous proposez, et elle a assisté aussi à la signature avec Wassila, une future ou une cliente aujourd'hui. Oui. Encore méconnue de la finance mondiale il y a quelque temps, la finance islamique suscite aujourd'hui un intérêt croissant. KB Assurance distribue aujourd'hui le seul et unique produit épargne halal de France, certifié par le comité indépendant de la finance islamique en Europe. Jusqu'à ce jour, les produits financiers classiques condamnaient les musulmans de France à investir leurs économies dans des produits haram, donc, qui généraient du riba, puisqu'il n'y avait pas de solution halal pour les musulmans de France. Aujourd'hui, avec cette solution salam épargne et placement, les musulmans ont la capacité, la possibilité de pouvoir épargner, investir, mettre leur argent de côté dans un cadre juridiquement halal, tout en ayant une rentabilité qui elle aussi va être halal. C'est une finance qui va respecter un certain nombre de points. Il y a 5 grands piliers, l'interdiction de l'usure, riba, qui est parfaitement haram, et puis donc 2 autres interdictions qui sont al-gharar et le maïsir, donc c'est la transparence et la spéculation, et 2 autres obligations qui sont donc le partage équitable des pertes et des profits. En arabe, ça s'appelle le musharaka, donc c'est un des piliers phares de la finance islamique. Et enfin, l'investissement dans l'économie réelle et tangible. J'ai connu le produit Salam Épargne et Placement grâce à des sœurs qui m'ont proposé de visiter le site nourassure.com et de là j'ai été dirigée vers le cabinet KB Assurance. J'ai voulu souscrire à ce produit Salam Épargne et Placement car il respecte réellement mes convictions religieuses. C'est contrairement à d'autres banques conventionnelles. Salam Épargne et Placement me permet donc d'épargner dans le halal, me permet d'avancer même religieusement, d'autant plus que ça suit les règles de la charia et c'est ce qui m'importe au jour d'aujourd'hui. Gagner de l'argent oui, mais halal. Créé par des musulmans, Salam Épargne s'adresse à tous les musulmans, mais aussi à tous ceux qui souhaitent investir, épargner ou emprunter autrement. De retour sur le plateau de Ramadan 2014, si vous venez nous rejoindre ce soir, la thématique finance islamique. D'ailleurs, on vous souhaite un très très bon appétit si vous êtes à table. Alors justement, en regardant ce sujet, puis on l'évoquait juste avant la diffusion, on disait que c'était ouvert aux pratiquants et aux non-pratiquants. Sonia, une réaction là-dessus, ça ne vous gêne pas quelque part qu'un non-pratiquant adhère ou fédère à... Absolument pas, puisque j'estime que justement si on rentre dans cette idée de séparer les musulmans, les non-musulmans, on va rentrer dans du communautarisme et c'est absolument pas ce qu'on veut. La finance islamique, c'est une finance éthique qui est ouverte, qui est affinitaire et non communautaire. Et ça, c'est un message qui est très important à faire passer. Pour l'intégration justement de la finance islamique en France, il faut vraiment que les gens comprennent que c'est ouvert à tous et que c'est pas du tout réservé aux musulmans. Même si la sémantique laisse amener, penser quelques secondes qu'il y a un accaparement de l'islam sur le sujet, pas du tout. Les principes sont universels et universalisables. Tout à fait.
Donc tout le monde peut se reconnaître sur le fait de partager des pertes et des profits. Sonia tout à l'heure elle évoquait dans le cadre de la loi sur le crowdfunding. Donc Tariq le mentionnait également dans le cadre de l'investissement socialement responsable. Plusieurs individus, quelle que soit leur religion, quelle que soit leurs origines, quel que soit tout ce qui les sépare, ont à un moment donné une interdiction commune qui consiste à dire je ne veux pas que mon argent soit investi dans l'armement et que ça profite à massacrer des millions de gens. Encore une fois, la finance islamique, c'est une finance éthique. On n'a pas nécessairement besoin ou l'obligation d'être musulman pour respecter une certaine éthique. Vous parliez tout à l'heure en off rapidement que effectivement juifs et musulmans, à la base, à l'historique, c'est... Si on veut au-delà même de la finance islamique, si on veut donner les sources scripturaires, parce que ça c'est très important, le prophète de l'islam, notre modèle à tous les musulmans, eh bien il a eu lui-même des transactions avec les juifs. Dans l'authentique de Bukhari, on le cite comme exemple, ces transactions avec les juifs et les non-musulmans notamment, qu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, en ayant comme gage son bouclier, c'est un juif. Ça, c'est très important. Donc, ce qui veut dire que en France aujourd'hui, dans notre société plurielle, on ne doit pas s'interdire ce qui n'est pas interdit, notamment pour la bonne intégration, pour le bien vivre ensemble dans notre société plurielle. Il est très important aux musulmans de partager ces valeurs et la finance islamique permet, à juste titre, d'exprimer ces valeurs-là, de les partager avec les autres et de montrer l'image la plus belle de cette religion qui, comme on vient de le dire, est pleine de valeurs et de bon sens. Les Français connaissent le cadre fiscal de l'assurance vie, ils ont l'habitude d'épargner, ils ont l'habitude d'aller dans ce type d'investissement. Pour la communauté, c'est différent. C'est vraiment quelque chose d'inhabituel, mais il faut aussi leur faire comprendre que c'est très important de faire cette démarche d'épargner, parce que leur premier souci, en premier lieu, c'est le logement, c'est de pouvoir acheter éventuellement un appartement, une maison. C'est 95% des gens qui nous demandent du crédit, c'est une forte demande. Mais si vous voulez faire un crédit, que ce soit dans la finance islamique ou conventionnelle, il faut épargner. Parce que quand vous allez arriver chez votre banquier, le banquier il va vous demander un apport, il va vous demander quelque chose. À moins de gagner au loto. Exactement. Donc on reste dans la finance quand même. Il ne faut pas oublier, c'est pas parce que c'est de la finance islamique que ça y est, on va vous prêter facilement, c'est sans intérêt, c'est facile. Non. Dernière partie de cette soirée, bien évidemment, on va parler du CIFI, du Comité indépendant de finance islamique en Europe. Et puis alors, le halal, effectivement, donc c'est licite, l'inverse du haram, illicite. Il y a un vrai débat autour, je vous le disais tout à l'heure en off, autour notamment de l'alimentation, des boucheries halal qui aujourd'hui sont estimées entre 90 et 95% du non halal. Est-ce que demain, est-ce que vous n'allez pas me dire le contraire, mais est-ce que c'est réellement halal, vous n'allez pas me dire le contraire, mais est-ce que vous avez une crainte aujourd'hui de certaines dérives, justement, de businessmen, de profiteurs qui vont profiter de cette finance islamique pour être amenés à avoir des dérives? Très simplement, avant de parler de dérives, parlons de rigueur et d'organisation de la filiale pour éviter justement l'amateurisme et les gens évidemment qui sont dans l'opportunisme. Il y a un conseil d'administration, il y a un comité indépendant. Alors voilà, exactement. Alors, pour vous dire les choses grosso modo, le comité indépendant de finance islamique que je représente, on a un pôle de docteurs de la loi islamique qui reçoivent donc des dossiers. Tout dossier n'est pas shariatisable. D'accord. Donc il y a évidemment une étude de faisabilité qui se fait. Ensuite, en toute indépendance, donc il y a Quels sont les cas de refus, par exemple? On a eu des cas d'institutions financières qui nous ont demandé, par exemple, le rachat de créances, des choses comme ça, donc des supports sur la bourse qui ne respectaient pas certains principes, etc. La liste est longue. On refuse beaucoup plus de produits qu'on en accepte, et quand on accepte de travailler sur le dossier, il y a une étude minutieuse, donc une itération entre nous et les clients, pour justement adapter si le produit est adaptable, et on utilise dans cela ce qu'on appelle la liberté contractuelle donnée par le législateur français. Une première question, est-ce que ça a été facile, il reste 4-5 minutes d'émission, est-ce que ça a été facile pour vous? Parce qu'à vous écouter, c'est quand même assez compliqué d'arriver à toutes ces étapes. Est-ce que ça a été facile pour vous d'être certifié Tout est une question de crédibilité. Et aujourd'hui, on a... de respect de certains critères, quand même. Et justement, par le respect de ces critères, avec donc la certification du CIFI, on a réussi à avoir cette crédibilité et instaurer comme étant fait acquis
le fait que ce soit halal. Donc quand on va rencontrer des personnes qui sont à la recherche d'une solution halal, le fait de dire qu'on est certifié par le SIFI et en expliquant qui est le SIFI, comment a été donc la procédure de certification, il n'y a plus de doute dessus. Quand on rentre dans le détail technique de la composition de la SICAVEC, il n'y a plus de doute possible. C'est halal. La crédibilité, oui, justement. La crédibilité, c'est ce qui se passait à l'époque autour des certificateurs de boucherie halal notamment. Et aujourd'hui, c'est un peu le fruit. Alors, est-ce que vous avez, oui ou non, vous avez des concurrents aujourd'hui ou pas? Parce que le SIFI a des concurrents. On n'appelle pas ça des concurrents, ce sont des collègues qui travaillent, qui font le même travail que nous et on les respecte. Il y a une discipline de respect très importante. Simplement, et ce qu'il faut savoir, c'est que la finance islamique, ce n'est pas évident. Il faut être vraiment... c'est pas ouvert à tout le monde. C'est pas ouvert à tout le monde. C'est pas à n'importe qui de venir. Il faut être cheikh et avoir ce cursus de droit musulman et avoir cette connaissance en finance, etc. C'est pas donné à n'importe qui. Il y a un respect à avoir. Et puis le marché, si vous voulez, il est là pour être le maître, hein, le juge. Parce que tout simplement, si vous faites un faux pas, on ne vous le pardonnera pas, c'est votre image qui est en jeu. Et nous, donc, pour finir sur ça, il y a deux points très importants, la transparence et la sensibilisation. Il est vrai que c'est plutôt rassurant pour le consommateur. Aujourd'hui en France, on a deux certificateurs qui sont sérieux. Nous, on connaît bien SIFI, mais donc les deux sont très sérieux. Et c'est un gage ça rassure énormément le consommateur, puisqu'aujourd'hui... Vous comprendrez tout de même qu'avec la déferlante de nouveaux certificateurs, il peut y avoir à un moment donné une crainte et une amalgame. Le problème ne se pose pas en France, il y en a deux. Donc, oui, pour l'instant, mais bon, il vous a expliqué, c'est tellement compliqué, je pense que ce ne sera pas simple pour faire ce travail. Des réponses qui permettent justement de faire comprendre aux téléspectateurs, de leur donner quelques éclaircissements, que c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut effectivement le proposer. Une dernière question. Oui. C'est surtout la méconnaissance de la religion qui parfois en cause... Qui peut enfermer dans des clichés. Mais c'est dommage. L'émission touche à sa fin. 30 secondes. Juste pour dire qu'effectivement, il y a un problème, il y a une notion de communication. Il y a une forte communication à faire justement auprès des musulmans et c'est pour ça qu'on établit donc de plus en plus de partenariats. On fait beaucoup plus de salons, on intervient auprès donc des mosquées notamment, etc. Donc on intervient partout en France dans des salons avec différentes organisations, etc. On fait aussi beaucoup de recrutement de distributeurs et de courtiers qu'on forme directement aux produits, etc. Donc il y a tout un travail de communication qui est fait. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Allez, je rappelle rapidement, Mourad Chebchoub, donc vous êtes directeur de Casbo et Bima Assurance à Chelles, tout simplement, en Seine-et-Marne. Sonia Marigi, donc vous le disiez à l'instant, vous êtes donc fondatrice de la première plateforme sur le web 100% halal et c'est nous rassure. Et puis avec nous, Kader Merbou, vous êtes directeur du Master Finance Islamique de Paris Dauphine. Et puis merci d'avoir été avec nous, le porte-parole de Sharia Board SIFI, comité indépendant de finance islamique. Merci aux téléspectateurs d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe. J'aurai le plaisir très prochainement pour vous retrouver pour un nouveau numéro de Ramadan 2014. Oui, même si les sujets sont un peu, des fois un peu sérieux, il y a tout de même une ambiance ici autour de ce Ramadan 2014. La prochaine thématique, si je ne me trompe pas, ça sera la conversion. Bonne soirée à tous sur la locale télévision. Bonsoir, bonne soirée. Bonne soirée, bon Ramadan.